Voici la Kia EV6 2025 en format défi 500 km à plus de millage. Une voiture qui nous arrive avec une batterie plus grosse de 84 kWh, vitesse de recharge rapide plus élevée et un port NACS. Donc, on s'attend à des performances très impressionnantes dans un nouveau défi 500 km. Allons-y. Donc, on va se préparer au départ du défi 500 km. Donc, Gab est avec moi, comme vous avez pu voir dans l'introduction. Ce qui veut dire que nous sommes à Québec, donc d'un point de vue de trajet, à la fin, on prend l'autoroute 20, on s'en va vers Montréal. Donc, on fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, mais les points de jalonnement, ça va évoluer au travers du trajet parce que c'est la première fois que je le fais à l'envers. Ça ne changera pas grand-chose. Où est-ce qu'on s'en va essentiellement? Dans le fond, on va quitter Québec, on va prendre le pont Pierre-Laporte, on va prendre l'autoroute 20 en direction ouest. Puis là, en fin de semaine, c'est la Formule 1 Montréal. Donc, on ne va pas trop s'aventurer sur l'île pour aller rebrousser chemin. Donc, on va juste longer l'autoroute 30. Puis là, dans le coin de Candiac, Sainte-Catherine, on devrait avoir atteint le 250 km. Puis c'est là qu'on va rebrousser chemin. Puis évidemment, encore une fois, autoroute 30, autoroute 20, on revient. Ce qu'on espère avec le EV6, comme vous pouvez voir, 487 km à 100 %. J'aimerais bien pouvoir faire le premier segment, me rendre à Saint-Louis-de-Blandford, recharger et ensuite le défi 500 km se terminera sur les autoroutes urbaines à Québec. D'un point de vue de météo, ça va être une journée avec des vents assez faibles, 8 km/h, donc pas trop d'effet. Il fait 7 degrés, mais aujourd'hui, température maximale 19, fait qu'une journée, c'est pas une grosse journée d'été, plus une journée de printemps ensoleillée, donc pour les prises de vue, ça va être super beau. Donc ça, c'est pas trop inquiétant. Puis évidemment, Car Scanner. Qu'est-ce qu'on a là? Plus je le mets à l'écran ici. Les reflets, c'est peut-être pas parfait, là, mais on est à 100 % de batterie. On a 81 kWh dans la batterie. Je rappelle que c'est la nouvelle batterie de 84 kWh. Il doit y avoir une sorte de tampon là, ici. Mais on est à 96,5 % de BMS. 792 volts la batterie, donc on est proche de 800. Puis la batterie est à 17 degrés en ce moment. Mais on va la préconditionner manuellement lorsqu'on sera en route. Puis Gab, c'est pas mal ça, hein? Allons-y pour un autre défi 500 km en Kia. C'est les Kia qui nous rassemblent toujours, Alexandre, pour faire des défis 500 km. C'est toujours les Kia qui nous rassemblent. Donc, ça va être une belle expérience. Moi, j'ai eu le EV6 toute la semaine. Fait que je vais vous donner aussi mes impressions peut-être de conduite au travers de ce défi-là. Puis dans le fond, la prochaine fois qu'on se voit, ça va être le briefage technique du EV6 que je vous ferai comme d'habitude. Donc là, pour l'heure de départ, il est 7 h. On part à 7 h. Gabriel a fait une erreur monumentale. Oui, donc... T'enregistres-tu? Oui, donc en effet, Alexandre, j'ai réinitialisé 2 des trajets dans le véhicule, soit celui trajet en cours et depuis la recharge, mais j'ai pas réinitialisé depuis réinitialisation, qui est comme le trip A. Fait que je me suis dit, j'ai reseté 2 trips, fait que ça devrait être correct, parce que d'habitude, t'as A puis B. Mais non, j'ai pas reseté le beau. Donc, il y a un écart, en fait, de 15 km entre le calculateur de voyage que vous allez voir peut-être plus tard dans la vidéo et la distance parcourue réelle. Donc, à 485 km affichés, le défi 500 km sera conclu en bonne et due forme. Exactement. Mais avec erreur. Donc, désolé pour cette on va s'en sortir. Erreur monumentale. Mais mettons qu'on fait le briefage technique du EV6. Fait que là, ce qui est drôle, c'est que là, quand Kia nous l'a donné, ils n'ont pas donné genre c'est quoi le modèle, c'est quoi ça. Fait que là, j'ai comme déconstruit le configurateur pour comprendre qu'est-ce qu'on a. On a un Land All-Wheel Drive Premium, donc le premier groupe d'options. Donc c'est quand même assez bien équipé. On a l'intérieur brun, quand même une super de couleur bleu-gris à l'extérieur. Moi, j'aime ces teintes-là. Puis dans le fond, l'autonomie NRCan, c'est 435 km parce qu'on a les roues de 20 pouces. Là, en ce moment, qu'est-ce qui est affiché? On a 439 km d'affiché, mais vous savez, à cette heure, les véhicules EGMP ont un min et un max, donc 349 minimum, là, après, depuis réinitialisation. Donc, là, j'étais un peu mêlé, comme d'habitude. Depuis Gab a trajet, depuis 25 km. Fait que moi puis Gab, ce qu'on pense, c'est qu'on va faire on est capable de faire 380 km sur autoroute. 360, je pense. 360. Puis pour se rendre à Saint-Louis-de-Blandford, c'est genre 342, quelque chose comme ça.
Donc, on verra, mais ça serait ça l'objectif, là. Recharger à Saint-Louis-de-Blandford sur la 350 kW. Donc, on va avoir, vous savez, là, la typique courbe GMP, 235, flush. Puis, on devrait recharger, là c'est plus 18 minutes, le 10-80 de ces véhicules-là, c'est 21 minutes à peu près, mais c'est pas important, là, c'est pas grave. Donc, ça va être ça. On est à 93 de statut de charge. On est en mode éco, évidemment, pour désactiver l'essieu avant. Mais c'est pas mal ça. Puis, vous avez vu ma revue du EV6, là, la revue statique que j'appelle, qui a de la salle, qu'on remercie encore une fois de m'avoir prêté. Vous avez comme vu à peu près tout. Là, fait qu'aujourd'hui, dans la vidéo, il n'y aura peut-être pas de revue intérieure, extérieure de l'auto, parce que ça a tout été déjà adressé dans la revue originale. Mais je vais quand même vous rappeler le brefage technique. On a une batterie de 84 kWh que je suppose être brute parce qu'à 100% ce matin, on était à 81 kWh. Donc, on va dire que c'est brut, puis le net, c'est 81. C'est l'information que j'ai. C'est une batterie là, avec des cellules pochettes. C'est pas du prismatique que ce que Hyundai Kia font. Et évidemment, maintenant, là, on a la nouvelle suite logicielle dans ce véhicule-là. On peut préconditionner manuellement la batterie. On a évidemment un port NACS. Donc, la recharge que nous allons effectuer va se faire avec un adaptateur NACS à CCS pour bénéficier du 800 volts. Parce que si on... Alexandre, il faut que je te dise, utiliser le port NACS à la maison sur la borne de niveau 2, c'est tellement plus agréable. Moi, j'ai une borne Tesla universelle, donc qui inclut l'adapteur J1772 que j'utilise pour brancher mon Outlander PHEV. Puis c'est tellement un gros connecteur désagréable. Le connecteur NACS, c'est juste... Plic-plouc. Plic-plouc. Imagine-tu dans les commentaires comment que les gens vont te lyncher, là? Oui, bien peut-être. Parce que tu as des mots proscrits au lexique. Exactement, mais c'est entre autres pour ça que j'ai choisi cette borne-là, parce que j'anticipais qu'un jour, tout soit NACS, et puis là, je peux commencer à en profiter. Exactement, parce que là, on est dans la NACSisation de l'univers. En fait, l'univers nord-américain. Peu importe, c'est pas ça le but de la vidéo. Fait que je continue le brefage technique. Comme je vous ai dit, on a deux moteurs. La puissance de ce véhicule-là, c'est autour de 350 chevaux. C'est relativement puissant. Puis je me souviens quand je l'avais essayé, j'avais vraiment été satisfait par la performance. Puis vraiment, là, après, peut-être 30 km, moi puis Gab, ce qu'on réalise, c'est que ce véhicule-là manque d'amortissement. Donc, c'est un véhicule confortable, mais lorsque la route est vraiment chaoteuse, là, tu vois que le véhicule est dérangé rapidement. Je ne l'avais pas vu dans ma revue parce que les routes que j'utilisais à Montréal étaient quand même en bon état. Mais là, cette autoroute 20, là, en direction ouest, là, proche de Saint-Apollinaire, là, on voit là, que le véhicule est un peu dérangé par ça. Ouais, donc, sous-amorti, des ressorts relativement mous, puis des amortisseurs aussi qui sont relativement mous, qui ont un taux d'amortissement plus faible. Ça fait qu'on sautille un peu quand on frappe de grosses bosses ou des lignes de joints d'expansion ou des choses comme ça sur les merveilleuses autoroutes québécoises. Exactement. Donc, on se laisse là-dessus. On va se revoir dans un segment plus tard. On va faire de la route, puis on va vous donner une mise à jour là, sur efficacité et distance parcours. Gab, on va faire un petit topo. On a 84 km de parcouru, 79 de statut de charge, 21,6 consommation là, affichée au compteur. Mais là, j'ai la page NRCan du EV6. Non, c'est EV9. Ah! Mon Dieu, qui suis-je? Journaliste automobile, puis il se trompe dans ses papiers. Bien, déjà, tu vas sur le site de NRCan, ce que je pense que très peu de nos confrères font probablement. Ouais, peut-être. Le site de l'EPA est beaucoup plus agréable. Mais c'est pas en métrique, donc on ne peut pas l'utiliser. Désolé, hey, aujourd'hui, c'est décousu notre affaire. EV6 Land, roue de 20 pouces. Bon, voilà. OK, Gabriel, question quiz. Selon toi, quelle est la consommation en ville, kilowattheure par 100 km de ce véhicule-là? 18. 19,7. Oh, t'étais proche. Route? 21,8. 23,7. J'étais comme 2 kWh. OK, puis là, celle-là, tu vas l'avoir combinée. Regarde dans ton écran. 21,5. 21,5. Oui, bien à date, on fait 21,5. C'est sûr qu'en quittant Québec, on a une bonne côte pour monter ses ponts. Ça avait monté à 28, ça va diminuer après. Probablement qu'on va tomber là, aux environs de 21 quand on va avoir tout égalisé ça en régime permanent. Mais avec le pourcentage de batterie qu'on a restant, puis ça nous donnerait probablement à peu près 400 km d'autonomie. On va voir si c'est réalisable. Selon le kilométrage restant minimum, ça me donne 3,80, ce qui est exactement ce que tu as dit, puis c'est pas ce que moi j'ai dit. Exact. Puis autonomie NRCan, qu'est-ce qui est affiché pour ce véhicule-là? 435. 435. Ça, et là, ouais, parce que je te l'ai dit. Mais là, on va reculer. Puis là, on va juste parler des autonomies de la gamme du EV6.
Dans le fond, le EV6, évidemment, le EV6 Lite est revenu avec une batterie là, sous les 60 kWh, 381 km en autonomie Enercan. Personne ne va acheter ça. Personne ne va acheter ça. Après ça, tu as le Wind, qui est la version longue autonomie, là, 2 roues motrices, propulsion, 513. Ça a du bon sens. Quand même. C'est comme le Polestar 2. Là. Après ça, on a lui que j'ai essayé de Kia LaSalle. C'est le Land All-Wheel Drive avec les roues 19 pouces, 475. Ça, je pense que c'est très compétitif. Puis lui qu'on a, 435. Fait que c'est bien. Là. Il y a quand même il y a une bonne plage là, de choix. Là, Il y a quand même un 40 km, presque 10 d'écart, juste pour les roues de 20 pouces. Je sais, c'est pas de sens. Je comprends pas pourquoi. J'aimerais ça que pas les concessionnaires, mais les constructeurs offrent au moins une option à zéro coût pour avoir les roues de plus faible diamètre qui donnent plus d'autonomie sur les modèles plus luxueux. Ouais, mais je pense que c'est aussi, il y a une histoire là, d'agrément de conduite et de calibration du véhicule, mais je pense que le commun des mortels ne se rend pas compte des efforts que les ingénieurs mettent pour faire ces petits ajustements-là, tandis que le véhicule peut juste être en 18 pouces. Là, tu amènes en fait un point là, qui est absolument 100% vrai. Là, généralement, les véhicules, la suspension est calibrée pour un certain diamètre de roue puis une certaine combinaison de pneus. Une masse de roue, là, qui est généralement le véhicule qu'on va prêter aux journalistes qui vont l'essayer et tout et tout et tout. Donc, probablement que la suspension est calibrée pour 20 pouces. On trouve que c'est mou. En 19, c'est probablement encore plus mou. Mais là, on est en 20. Là. Excusez, on est en 20 pouces, puis si on était en 19, ça serait probablement encore plus mou. Fait il y a aussi cette... Oh, Model S Plaid avec le petit logo Plaid, oui. Donc, il y a peut-être cet aspect-là, mais au moins offrir l'option parce que même une bonne différence d'autonomie entre les deux. Bon, les deux voitures devant nous font une course. Ouais, la Plaid puis la Audi S4 font une course, puis ils ont failli se rentrer dedans. OK, on s'excuse. Continue, Gab. J'étais un peu distrait. Donc, bref, moi, j'aimerais ça que ça soit au moins offert. Sinon, bien, les gens peuvent bien sûr s'acheter un ensemble de roues plus petits puis les mettre sur leur voiture. Ben oui, bien sûr. OK, donc on approche le jalon de 100 km, tout va bien. On espère vraiment faire seulement un arrêt de recharge dans ce défi 500 km. On vous tient au courant. Environ 2 heures qu'on roule et puis notre consommation est descendue sous les 20 kWh par 100 km, Alexandre. Donc, c'est quand même assez efficace. On est en train de battre le PA qu'on a dit tout à l'heure, qui était aux environs d'un peu plus de 21 kWh par 100 km. Donc, on roule là, à la vitesse à laquelle on fait le test habituellement. Il nous reste minimum 205 km d'autonomie. Fait que probablement que l'autonomie totale aux environs de 390-395 km. Mais il va peut-être falloir qu'on fasse un ajustement à notre trajet. On aurait voulu se rendre à Saint-Louis-de-Blanford, mais en faisant le test dans cette direction-là, ça serait un peu trop. Il faudrait pouvoir rouler comme 413 km. Donc, on va planifier un arrêt à Saint-Hyacinthe. Il faut qu'on s'assure de s'arrêter à un endroit où il y a une borne 350 kW pour maximiser la vitesse de recharge. On devrait y arriver avec environ 20 % dans la batterie. Donc, on est branché Electrify Canada à Saint-Hyacinthe, au Canadian Tower. C'est branché à 27. Regardez, là, on ramp. Je voulais aller voir là, la puissance maximale avec cette nouvelle batterie. Ouais, fait que là, avec l'augmentation du voltage, on va probablement aller chercher quelque chose de plus haut, mais on ne rechargera vraiment pas longtemps parce qu'on a juste besoin de... Oups! On a juste besoin de 200 km. Et voilà, je le savais que le parcours en cours s'effacerait. Bravo, Gabriel. Là, après, recharge est effacé, je suppose aussi, hein? Après recharge 312, prenez une petite photo mentale. Là. Faites 312 km avec 73 % de la batterie. 214. Je m'attendais à une puissance de recharge plus élevée que ça. Mais bon, regardez, c'est déjà très bon. Hein? Puis on se dit qu'à 60 % ça devrait être correct, mais on va peut-être le monter plus haut. OK, ça n'a pas été long que passer 33 %, on est arrivé à 254 kW. Là. Ça commence à gauler, comme on dit. Là, la limite jusqu'à 80 %, il reste 15 minutes, ça devrait vraiment pas être long. On va se débrancher avant 80 %. 255 kW, Alexandre! On n'était même pas sûr qu'on s'est...
Tantôt, tu me disais 230, puis là, j'étais sûr qu'avec la nouvelle batterie, on serait capable de maxer à un peu plus que ça. Fait Hey, 250. quand même assez impressionnant. Ça fluctue un peu, là, 260. Donc, c'est là qu'on voit l'avantage d'avoir une plateforme avec une architecture 800 volts. C'est plus qu'une Tesla, 260 kW. Donc, je vais vous résumer notre session de recharge. Nous sommes arrêtés ici pour recharger pendant 9 minutes 17 secondes, Alexandre. Donc, une recharge extrêmement rapide. On a vu afficher là, un peu plus de 260 kW de puissance de recharge sur la voiture. La borne, elle, nous indique qu'on a atteint un maximum de 257. Nous avons ajouté 31,0313 kWh. Donc, on était au 10e de watt-heure de précision là, au niveau de l'énergie ajoutée au véhicule. Ça nous a coûté 21,39 $, donc 18,60 $, plus les taxes. On n'est jamais descendu sous les 180 kW. Donc, vraiment excellent là, au niveau de la puissance de recharge, de l'air sous la courbe. C'est là qu'on voit la performance qu'on est capable d'aller chercher avec une architecture 800 volts sur une borne 350 kW. Si on avait été installé sur une borne 400 volts avec 180-190 kW, on aurait... Ben, les bornes 180, c'est des bornes 800 volts, là, 0-1000 volts. Fait qu'on aurait juste maxé 180. Ouais, mais mettons une bonne vieille 100 kW, ça aurait été genre 80. Oui, exactement. Donc là, ici, on a adapté notre trajet pour avoir accès aux bornes de recharge les plus rapides. Mais bien sûr, si vous vous arrêtez une borne qui a une capacité plus faible, bien, vous allez être limité aux capacités de la borne et c'est tout. Mais ces véhicules-là au Québec, tous les véhicules GMP, là, une borne 180, là, ça fait amplement le travail. Vous allez perdre quelques minutes. C'est vraiment pas un gros compromis à faire. Le compromis à faire qu'on vient de faire là, la nouvelle station Electrify Canada à Saint-Hyacinthe, Canadian Tire, là, ça a au moins pris 2 minutes de sortir de là. Il y a comme un arrêt, il y a un feu de circulation. C'est beaucoup moins, c'est proche de l'autoroute, mais c'est pas accessible. Je suis encore arrêté si on compare à Saint-Louis-de-Blandford. Là, fait que même si la recharge a été rapide, il y a au moins le facile 5-6 minutes là, de gossage là, qu'à Saint-Louis-de-Blandford, on n'aurait pas malheureusement. Mais là, c'est la vie. Là. On va pas l'enlever. Là, ça fait partie du trajet. Donc, anyway, on se remet en route puis on va se revoir pas mal au décompte. Ou peut-être entre les deux, là, si on trouve de quoi là, de pertinent à vous partager. Gabriel, selon toi, le Kia V6, c'est une voiture intermédiaire? Une familiale? Un multisegment? Un VUS? C'est quoi? C'est toujours le débat éternel. Le form factor, la forme de ce véhicule-là, c'est quoi? Moi, je suis pas mal sur mon point que c'est un véhicule familial. Le plus qu'on peut se rapprocher, on pourrait dire que c'est comme une Renault Mégane hatchback, là, mais mettons, c'est quoi? Mais toi, c'est parce que tu as une perspective technique de la question. Oui, peut-être. Puis moi, dans mon autre vie en dehors du travail, de plus de millage, dans mon travail en dehors de plus de millage, je fais de la gestion de produits. Fait que pour moi, c'est une perspective commerciale. Oh. Et commercialement, le V6, c'est un VUS compact. Mais c'est pas un VUS, mais ça change rien. C'est comme quand, par exemple, un certain groupe écologique te fait des publicités contre les VUS et te dit vous pouvez avoir une voiture qui n'est pas un VUS, puis la voiture, c'est un Kia Rondo qui est plus proche d'être un VUS que le V6, tu comprends? C'est des perspectives commerciales. Ça n'a rien à voir avec la voiture. Donc, évidemment, un Forerunner, c'est un VUS. Oui. Le V6, c'est pas un VUS d'un point de vue technique, mais c'est vendu dans la catégorie des VUS compacts. Je vais te donner d'autres contre-exemples. Vas-y. J'ai essayé le Lexus ARX récemment, une voiture que j'adore. Bien, le ARX, c'est un VUS intermédiaire de luxe, mais l'espace intérieur est plus petit que le RAV4, qui est un VUS compact. C'est pas logique. C'est oui. Commercialement. Donc, c'est un VUS compact quand on essaie de le vendre. Mais oui, en pratique, bien sûr que c'est une voiture familiale à traction intégrale. Ah, ouais. Tous les VUS électriques compacts ont une ligne de toit plus basse. Ils n'ont pas nécessairement exactement la forme, la shape d'un VUS, mais sont vendus comme des VUS. Fait que c'est comme la tomate, c'est un fruit, mais culinairement, c'est un légume. Ça, c'est une excellente analogie. C'est ça. Celle-là, tu t'es dépassé celle-là. Exactement. Exactement. Il y a des gens qui pensent que la tomate, c'est un légume. Non, c'est un fruit. Puis moi,
je suis en faveur de la définition biologique. Mais pour les voitures, je vois ça sous l'aspect commercial. Donc, tout est un VUS maintenant. Pas mal tout est un VUS maintenant. Mais mettons, la Toyota Crown, est-ce que c'est un VUS? Ben, Toyota le commercialise comme un multisegment. Ils disent le mot multisegment. Mais au Japon, c'est une voiture familiale, un wagon, un estate. C'est pour ça que ça s'appelle Toyota Crown Estate au Japon. Ah, le Crown Signia, tu veux dire? Crown Signia. Moi, je parle du Crown normal. Oh! Oh mon Dieu! Mais ça, c'est clairement une berline. Ça, c'est une berline. Oh, mais ils ont donné des heures de VUS pour en vendre plus. Ouais. Te souviens-tu là, d'auto qu'ils l'ont fait pendant 1 an, le Volvo S60 XC? Il était juste un peu plus haut et des plus grosses roues. J'en ai vu une fois, une dans ma vie. J'en ai vu une seule dans ma vie. Golf All-Track. Ouais, ça, c'était une bonne voiture, ça. C'est vrai. Doug DeMuro fait une revue récemment de cette voiture-là. Ça me surprend, ça. Fait que ces deux perspectives-là, puis je pense qu'il faut faire attention parce que, tu sais, il y a souvent des choses qui sont proches de la ligne. Beaucoup de VUS compacts, mais qui s'approchent des VUS intermédiaires. Toutes les VUS compacts à 3 rangées, là, comme le Outlander PHEV qu'on a à la maison. C'est ça. C'est complexe. Mais c'est complexe. C'est une voiture familiale vendue comme un VUS. C'est une bonne voiture. Pour vrai, là, c'est une bonne voiture, mais j'en discutais cette semaine avec Gabriel. C'est... Tu sais, performance de recharge rapide est excellente, l'autonomie est excellente, l'efficacité est excellente, vous manquez de rien, mais c'est pas une voiture spéciale. Elle me fait pas... Tu sais, je préfère ma Model 3. C'est une expérience plus intéressante, ma Model 3. Même si c'est en tout point un véhicule supérieur, celui. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas tant de personnalité. Mettons, ouais, c'est Bolt, j'adorais ça parce que c'est une voiture qui a sa propre personnalité, mais le EV6, c'est une voiture qui fait tout bien, mais elle n'a pas de... Il n'y a pas d'arme. Ouais. Puis c'est cher aussi, là. Le modèle à l'essai est 60 000 63 000 à peu près. Ouais, c'est ça. C'est dans le contexte où le EV9 est à environ 60 000 de base pour la version que personne n'achète, puis bon, Land All-Wheel Drive 65 000. Puis là, ici, on a une version premium, mais c'est difficile de justifier le si faible écart de coût, en fait, entre un EV9 et un EV6. Donc, on n'a pas vu de baisse du PDSF du EV6, mais je m'attendrais. Mais là, il est assemblé aux États-Unis, celui-ci, dans leur nouvelle usine. Fait que là, probablement que Kia absorbe le tarif pour le consommateur. Parce que c'est ça qui est particulier, hein? Hyundai, le Ioniq 9 et le nouveau Ioniq 5, ben, Hyundai, ça va tout venir de la Corée et ça va continuer de venir de la Corée du Sud. Ça, c'est même confirmé par Hyundai, ils me l'ont dit. Mais là, pour le EV9 est fait en Corée, j'ai regardé le numéro de série, même s'il y a un port NACS. Mais le EV6, on est dedans, là, j'ai regardé, le numéro de série commence par 5, là, il est fait aux États-Unis. Je trouve ça particulier, écoute, ça va peut-être changer. Puis le nouveau Ioniq 5 est fait en Corée. Donc, écoute. Mais mettons là qu'on se pose la question, est-ce qu'il devrait avoir un Kia EV6, mettons, on va appeler ça X-Trail? Comme le XRT dans le Ioniq 5? Comme le XRT, oui, XRT exactement. Ben oui, il devrait avoir ça. Ça serait beaucoup plus populaire que la version GT qui n'est plus disponible maintenant, là, ou qui va peut-être revenir disponible, mais ben oui. Puis si ça arrivait, tu considérais-tu que c'est devenu un VUS? Non, ça serait comme un Volvo V60 XC. J'essaie de t'attraper. Ben non, tu m'attraperas pas avec ça. Non. Bref, moi j'aimerais ça voir une version X, on va dire XRT, là, conceptuellement légèrement plus haute, pneus en route du Kia EV6. Ouais. Comme vous avez pu voir sur les images, Pont-Pierre-Laporte, on avait des embouteillages. On a eu des embouteillages un peu partout là, durant la journée. Donc, on retranche 5 minutes déjà. Là, on va faire ça à la fin au topo. Il est midi 3, donc ça fait 5h03 qu'on est parti. Et là, le défi 500 km, comme je vous avais dit, va se terminer à 485 km là, parce qu'on a réinitialisé ce trajet-là 15 km après être parti. Donc, ça va se passer là dans les prochains instants. Vous allez voir en direct le dernier kilomètre avec moi. On va être à 110 sur l'autoroute Henri IV en direction nord. Vous voyez la consommation, 20,2. Donc, on a battu la cote NRCan. Je suis super content. Puis regardez, hein, on respecte les règles, on arrive à 10 %. Puis on fait une petite surprise parce que on s'en va filmer une autre vidéo. On s'en va le brancher sur un superchargeur Tesla pour juste voir la différence de puissance
lorsqu'on le fait sur le 400 volts puis l'interfaçage avec NACS. Donc, manquez pas cette vidéo qui suivra après celle-ci. Et voilà, 200 mètres, 100 mètres, défi 500 km, 5h04, moins 5 minutes, 4h59. Yes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un trajet en bas de 5 heures avec un arrêt de recharge sur le trajet d'autoroute 20. Je suis très content. Gabriel est content. On s'en va faire le tour. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre défi 500 km avec le Kia EV6. 4h59 minutes après les déductions. On va vous afficher là, toutes les informations ici dans le tableau. Donc, assez impressionnant. 4h59, ça nous positionne où? Mais c'est le deuxième meilleur temps qu'on a fait sur un trajet sur l'autoroute 20, mais que ce soit en vitesse ou en direction inversée cette fois-ci. Donc, un peu moins bon que le Silverado EV qui a une batterie immense. Donc, l'ajout là, de capacité à la batterie, la vitesse de recharge aussi en pic à 260 kW. Vraiment exceptionnel. Donc là, vraiment, Kia est allé encore plus loin que ce qu'on pouvait faire dans le passé. On était plutôt limité aux environs de 230, mais on se rappelle que c'est quelque chose qu'on peut seulement obtenir sur une borne 350 kW. Probablement que si on s'était arrêté une borne 180 mieux positionnée, là, on aurait sauvé un peu de temps aux intersections, puis on aurait fait le même temps au final. Mais la réalité, c'est que 9 minutes de recharge pour parcourir une distance de 500 km et arriver avec 10 % de batterie. La conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que c'est essentiellement presque aussi rapide qu'une voiture à essence, peut-être 5 minutes de plus, 10 minutes de plus si vous n'aviez pas arrêté du tout, mais sur 500 km, on s'arrête généralement. Il faut qu'Alexandre et moi, on court pour aller à la salle de bain pour être capable de filmer nos segments et quitter dans les temps pour vous donner les meilleurs résultats possibles. Donc, excellent résultat. Vraiment une voiture très complète, aux performances très impressionnantes sur le défi 500 km. C'était Gabriel et Alexandre pour plus de millage. On se dit à la prochaine.